poursuit l'analyse avec Frédéric Mirand, qui est directeur du Cerium et politologue spécialiste de l'OTAN. Bonsoir, Frédéric. Bonjour, Esther. Donc, le premier ministre Trudeau annonce de nouvelles sanctions contre la Russie, mais aucune aide militaire supplémentaire à l'Ukraine, contrairement à ce que demande le président Zelensky. Qu'est-ce que vous pensez de façon générale de la réponse du Canada à ce sommet extraordinaire de l'OTAN? La force du Canada, c'est d'avoir fait une lecture correcte de la situation assez tôt, c'est-à-dire que le Canada est parmi les premiers pays qui ont alerté la communauté internationale sur les intentions de la Russie en Ukraine. Et depuis, le Canada s'est aligné sur les plus exigeantes au sein de l'OTAN, mais aussi de manière plus large au sein de la communauté occidentale pour sanctionner la Russie et aider l'Ukraine. En même temps, la question de fournir un appui militaire concret a toujours été écartée et c'est une sage décision puisque ça aurait des conséquences évidemment beaucoup plus graves si on en venait à une confrontation directe avec la Russie. Justin Trudeau s'est pas engagé non plus, du moins pas pour le moment, à augmenter les dépenses militaires du Canada à 2 % de son PIB, comme le souhaite, on le sait, l'OTAN. Est-ce que c'est une question de temps, finalement, pour le Canada d'aller dans ce sens, de s'engager en ce sens? C'est sûr que le Canada risque de faire partie vraiment des mauvais élèves de l'OTAN s'il n'augmente pas considérablement ses dépenses militaires. L'autre pays qui était souvent visé, c'était l'Allemagne, qui, elle, a annoncé qu'elle allait passer de 1,4 % du PIB à 2 % du PIB, ses dépenses militaires. Moi, je m'attendrais à ce que le Canada augmente aussi sensiblement ses dépenses militaires au cours des prochaines années parce que la situation géopolitique va devenir plus tendue. Mais c'est sûr qu'une coalition NPD libérale, ou en tout cas un soutien du NPD au Parti libéral, n'est pas de nature à augmenter énormément les dépenses militaires du Canada non plus. Donc, peut-être à suivre dans le prochain budget présenté dans les prochaines semaines. Maintenant, sur la menace de la Russie d'utiliser des armes de destruction massive, comme des armes chimiques ou nucléaires, Frédéric, jusqu'à quel point il faut prendre ça au sérieux? Je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux. Elles sont proférées par des personnes qui sont au plus haut sommet de l'État. Donc, ce sont des menaces qui sont sérieuses. Il ne faut pas non plus, partir en peur, comme on dit en québécois. Ça fait partie de la stratégie russe en ce moment qui est de faire peur au monde, pour reprendre une autre expression bien connue. Il s'agit essentiellement de montrer qu'ils sont prêts à tout pour intimider surtout les puissances alliées. Donc, je pense qu'il faut prendre ces menaces au sérieux, mais il ne faut pas non plus prendre pour acquis que la Russie va faire ce qu'elle n'a jamais fait au cours des 70 dernières années. Ouais. Il faut bien se rappeler qu'il y a un tabou sur l'usage de l'arme nucléaire et sur l'usage des armes bactériologiques et chimiques. En tout cas, le président américain, M. Biden, a été très clair, lui, aujourd'hui. Il a affirmé qu'il y aura une réponse à ce type d'armes, d'attaques chimiques ou nucléaires. À quoi, justement, pourrait s'exposer la Russie? Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'elle s'exposerait à davantage que l'opprobre général. Ça pourrait lui poser des problèmes avec certains pays comme la Chine ou l'Inde qui jusqu'à maintenant refusent de condamner la Russie, mais qui verraient probablement les choses d'un moins bon œil si la Russie se rendait coupable de comportements qui sont jugés comme illégaux sur le plan international. Lorsque la Syrie le fait, et ça montre que certains pays, effectivement, le font et ne sont pas sujets à des sanctions très importantes, puisque ça a été le cas de la Syrie après 2013. Et lorsque la Syrie le fait, c'est une chose, mais lorsqu'une grande puissance qui siège au Conseil de sécurité des Nations unies le fait, c'en est une autre. Il n'y aura pas, que ce soit clair, de riposte américaine militaire à l'usage de telles armes, mais c'est sûr que ça contribuerait à isoler encore davantage la Russie sur la scène internationale. En terminant, Frédéric, les observateurs ont beaucoup dit depuis le début du conflit en Ukraine que le Canada n'était pas un gros joueur, en fait, sur la scène internationale. Un mois plus tard, alors qu'on vient de se conclure ce sommet extraordinaire de l'OTAN, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle du Canada en matière de conflit sur la scène internationale? Moi, je pense que, je me permets de le dire parce que je suis professeur d'université et pas un acteur politique, moi, je pense que le Canada est à sa place. C'est sûr que le conflit en Ukraine est éloigné sur le plan géographique du Canada. C'est sûr que le Canada n'est pas parmi les grandes puissances du monde, n'est pas une puissance militaire très importante. En même temps, le pays a joué un rôle sur la scène diplomatique réelle. Il a été constamment aligné et il a cherché à pousser les consensus entre les alliés occidentaux et aussi à l'échelle internationale. Et donc, moi, je considère que le Canada est à sa place, même si on pourrait évidemment souhaiter qu'il y ait un soutien plus affirmé sur le plan économique ou en ce qui a trait aux réfugiés.
Ouais. Cette invasion donc en Ukraine qui entre dans son deuxième mois, en fait, aujourd'hui, évidemment, la Russie croyait que ça allait se terminer beaucoup plus rapidement. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à l'ambassadeur Bob Ray tout à l'heure. Est-ce que vous croyez encore à une solution diplomatique de ce? Alors, il y aura un jour des négociations entre la Russie, l'Ukraine et les Occidentaux pour mettre un terme à ce conflit. Mais si on entend par solution diplomatique une solution qui va mettre un terme très rapidement aux hostilités, probablement pas, parce que la Russie, pour l'instant, estime toujours qu'elle a avantage à accroître son contrôle du territoire ukrainien de manière à être en position de force dans ces négociations qui interviendront un jour et qui pourraient durer très, très longtemps avant de donner des résultats. Oui, quand vous dites très, très longtemps, donc vous prévoyez que c'est un conflit qui pourrait s'enliser? Il est déjà enlisé. Mm-hmm. Un mois, c'est long et il durera encore des mois et des mois de manière très, très chaude ou sous forme d'un conflit plus gelé, mais on ne va pas retourner au statu quo hanté demain matin. Ouais. Frédéric Mérand, politologue et spécialiste de l'OTAN, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci, bonne soirée. Au revoir.